Le final de Nightmare Before Christmas avec ce moment absolument sublime évidemment sur la lune, comme ça, enfin avec la lune derrière, et le moment où Jack et Sally sont tous les deux. Allez, rapidement quand même parce que on a bossé dessus, donc je me dis festival le Piaf rapidement. Il y aura du beau monde, hein. Moi je suis ravi, j'aurai un jury d'étudiants génial avec Jean-Charles Mbotti Malolo, Anaïs Cora qui a réalisé notamment The Main Case Woman qui vient de l'ENSAD, vraiment passionnant, et Pierre Caillet, musicien qui est en compétition encore une fois énormément. Le jury pro Val Power dont on a parlé déjà la dernière fois, puisque c'est notamment la musicienne de Virgin Keaton pour Je crée contre la vie ou pour elle, mais plein d'autres choses. Elle était récemment en concert à Bercy. Merci Francis, que j'ai pu l'avoir grâce à Bercy toi. Village. Bercy Village. Comme elle le dit elle-même. Je suis en concert à Bercy Village. Isabelle Vanini du Forum des Images, Valentine Delque que je remercie infiniment parce qu'elle nous a offert une absolument magnifique affiche. Grand merci à elle. Émilie Jeanne que j'espère recevoir ici, qui est directrice de la distribution de Rouge Distribution et qui notamment distribue Have a Nice Day et pas mal qui vont se lancer pas mal dans l'animation, et donc j'ai hâte de la recevoir ici. Et là ils sortent le 19 septembre un portrait hallucinant de Chili Gonzalez, donc Shut Up and Play the Piano. Il faut y aller, quoi. Et toute la période Gonzo, quand il était à Berlin, il y a des vidéos de l'époque, c'est absolument incroyable avec Peaches, c'est des allumés fous. Moi, j'aurais absolument pas du tout apprécié la musique à l'époque, mais d'un seul coup sur la personnalité du type et revoir après les morceaux avec orchestre symphonique et comment il est au piano devant cet orchestre, c'est absolument hallucinant. C'est un film alors absolument jouissif, quoi. 19 septembre donc. Ouais. Shut Up and Play the Piano. Merci Francis. Et le dernier, Damien Mayerby, qui est producteur au Valseur, à qui on doit notamment Vilaine fille d'Escartal et Guachuma pour ceux qui aiment de Normandie. Jeudi 20 septembre, soirée d'ouverture, je vous rappelle, tout ça est gratuit au Théâtre de Ménilmontant. Je recevrai Sébastien Lodenbach, on animera une rencontre. J'espère, même si vous connaissez Sébastien Lodenbach, venez. Sébastien ne sait pas du tout ce qui va se passer, je vais tenter de lui présenter des films, des morceaux de choses, etc. Et on va parler un petit peu, c'est aussi quelqu'un qui est talentueux, il fait plein de choses, il est devenu acteur il y a pas longtemps, hein. On en parlera avec lui sur scène. Je vois que Francis... Voilà. C'est absolument incroyable dans le film d'Emmanuel Mouret, donc Mademoiselle de Jonquière. D'un seul coup, on voit Édouard Baird faire... Non, alors il y a une autre scène avant, en fait, où on voit un peintre faire un portrait de Mademoiselle de Jonquière et du Marquis d'Isis. Et sur le coup, on le reconnaît pas, en fait. Mais je connais cette tête. En fait, il est rasé. Il a pas de moustache, pas de barbe. Et on se dit, ah, mais je le connais. Donc voilà, avec qui il avait déjà travaillé, en tout cas pour faire un des génériques. Il y aura un focus studio vivement lundi. C'est le vendredi de 11h à 13h, mais avec des choses vraiment intéressantes comme Cul de bouteille, notamment, ou Tempête sur Anorak de Paul Cabon, toujours pas visible sur Internet. Donc venez vous déplacer en salle pour le voir. La fameuse après-midi de 15h15 à 19h, séance de pitch et table ronde. Venez, Claire Sichet, Francis Gavel, a priori, et peut-être Corinne Détombe, Emmanuel Arénal, en tout cas, j'espère seront là. En tout cas, toujours intéressant, notamment pour les étudiants. Je vous passe la compète avec des choses, c'est moi qui l'ai fait, donc évidemment c'est un petit peu simple, mais des choses qu'on n'a pas forcément beaucoup vues, comme l'après-midi de Clémence, très très beau film, Cucarachas, le dernier film de Riba et Solanas, One After the Other, Nicolas Pégon, qui est un film que j'aime beaucoup, un bluesman existant ou pas, des films qui cartonnent depuis maintenant, voilà, comme Raymond ou L'évasion verticale de Sarah Vandenboom ou La chute de Boris Labbé, pas mal de choses aussi en film étudiant, je vous conseille, voilà, Black Dog de Joshua Tutil, qui à mon avis passe quasiment nulle part, de Stein Club avec des nouveaux aussi de Rubica ou Off-Season d'Orcelia Lang, enfin il y a des choses vraiment, voilà, que je suis content de pouvoir vous montrer. Je passe tout ça. Cinéma du Monde, samedi 13h30, je sais que c'est toujours compliqué, mais avec des choses, notamment le dernier film de Victor Orozco Ramirez, mexicain, qu'il faut absolument voir, ou des films très très forts comme Take a Deep Breath par exemple, où on voit que le cinéma iranien et notamment les femmes s'emparent aussi de tout ce qui est violence sexuelle et dans la société aussi iranienne. Donc il y a des choses assez fortes qui peuvent se mettre en place. Beaucoup de femmes aussi, là encore. Commande, où je serais content de pouvoir passer notamment à la suite les quatre films qui ont été faits par Sébastien Lodenbach justement pour Dominique A, mais aussi voir les épisodes de la terrible série Error Humanum Est de Cédric Villain, avec toutes les horreurs que peuvent faire l'être humain. Vous allez voir, c'est quelque chose. Première aussi assez peu vue de Crooks d'Alexandre Roy. Venez voir sur grand écran ce magnifique gâteau d'Emma de Sueff et Mark James Rolls. Et je vois qu'il y a une erreur sur le catalogue au moment où je vous parle. Et c'est terrible, mais bon,
Voilà, c'est comme ça. Ce magnifique gâteau d'Emma, on l'a marqué. Voilà, c'est la seule a priori. Donc voilà, mais en tout cas, venez le voir. Make It Soul de Blochstrait 11, qui a été le Grand Prix du Festival d'Annecy. Voilà, plein d'autres genres. Ah si, venez voir quand même en étudiant le dernier film de Polina Ziolkowska, qui s'appelle Nazdrowie. C'est sûrement l'un des grands noms qu'on découvrira très rapidement, mais qui est absolument important. Très russe polonaise. Séance de Zombilénium, mis en place par Patrick Hernandez, Rouxel, et très rapidement, parce que je vous révélerai la dernière séance qui est le dimanche soir avec notamment Le Tigre de Tasmanie de Virgin Keaton, et surtout alors deux jeunes que vous avez déjà entendu ici, Train de Justine Wulstecker et Aérobie de Bastien Duprier, le sublime dernier film de Rosto, Reruns, et surtout je suis très ravi de pouvoir me présenter alors 3, Martha Payek, vous savez à quel point j'aime Martha Payek, et surtout Roadhouse de Jonathan Hodgson, le nouveau film de The Man with the Beautiful Eyes, et plein d'autres depuis. Il sera là, il sera présent dans la salle, et on fera un petit débat évidemment avec lui. Je m'arrête là, mais je tenais quand même à vous en parler. Et donc, nous allons parler avec mes deux invités. Alors, il y en a un, je connais sa liste. Et on va pas commencer par la musique, puisque on fera une petite coupure et on finira avec l'un de vos morceaux. Donc, on va commencer avec un long métrage, le long métrage de Nicolas. Je vais vous demander de faire court. On a, 30 minutes avec vos 2 morceaux, donc, et je sais que vous êtes bavards tous les deux, pire que moi. Long métrage, Blade Runner. Ouais. Un seul, ouais, une évidence quand je t'ai posé la question. Oui, plus ou moins, disons que, gravitant un peu dans le milieu du cinéma, on va dire, c'est toujours la question qu'on pose à tout le monde. Quel est ton film préféré? C'est la question toujours la plus compliquée, etc. Donc, mais il faut toujours essayer d'y répondre. Donc, en général, je donne celui-là qui est quand même peut-être qui est un des films qui m'a clairement le plus marqué, que je trouve vraiment magnifique et vraiment parfait. Surtout la version, on va dire, la Director's Cut de 92, c'est-à-dire pas forcément la toute première avec la fin où ils s'en vont tous les deux, voilà. Pas la toute dernière version qu'il a fait 25 ans après où il a retravaillé des petites choses, etc. Mais je préfère vraiment celle d'entre deux. Donc celle de 92, où en fait il y a toujours cette espèce d'actualité quand même par rapport à Los Angeles qui devient de plus en plus sombre, de plus en plus noir. Il y a toujours ce côté un petit peu déjà écolo assez étrange. Il y a toujours c'est toujours d'actualité aussi le côté robotique, le côté intelligence artificielle, toutes ces choses là qui arrivent, l'humanisation, la déshumanisation de toutes ces thématiques là, le côté pantin, etc. qui arrive. Quand même sublime de fin où finalement on se demande qui est plus humain finalement. Est-ce que le robot va pas devenir plus humain que nous finalement? Ouais, voilà. Et puis la musique de Vangelis que je trouve absolument magnifique aussi. Enfin voilà, tout le film de manière générale. Francis, toi t'as marqué quoi pour le long métrage? J'ai fait une tartine parce que c'est une question de toute façon quand on me la pose, je suis jamais capable d'y répondre. Alors après j'avais mis plein de choses. J'avais mis Dieu seul me voit de Bruno Podalides. J'avais mis Garde à vue de Claude Miller, Journal intime de Nanni Moretti qui pour moi est le vrai feel good movie de la vie. Un autre parce que en pensant à cette citation que je connais depuis peu de Paul Claudel, il ne faut pas comprendre, il faut perdre connaissance. Donc c'était La double vie de Véronique de Kieslowski. Et puis si on prend récemment un film sur la lutte des classes, un film sur la fascination amoureuse, parce qu'il y a aussi des films récents magnifiques, c'est Le Burning de Lee Shandong, ça c'est incontournable. Pour moi le plus beau film sur peut-être le deuil et la passion du cinéma, c'est Le père de mes enfants de Me Hansen Love. Et après je m'étais dit si je devais garder qu'un cinéaste, évidemment c'est Alain Resnais, parce que un film d'accord, mais alors un cinéaste. Et puis après mais j'ai oublié, il y a quand même le plus grand portrait d'une jeune fille d'aujourd'hui dans les années 60, c'est La vérité de Clouzot avec Brigitte Bardot et ces deux magnifiques Charles Vanel, Paul Meurice. Et puis finalement j'ai mis, parce qu'à l'époque où il est sorti, puis même après, je l'ai vu 3 fois, j'avais la BO, mais la vraie BO de l'origine de John Williams, pas toutes les remixes qu'on a eu après où il manquait ce qu'il avait composé vraiment pour le film, c'est Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Voilà, parce que c'est un film qui m'a fasciné, parce que c'est un film finalement dans lequel on pourrait dire il se passe, c'est une époque heureuse de l'Amérique où quand on rencontre l'extraterrestre, en fait on va vers lui. Après il fait la version noire Spielberg parce qu'il fait la guerre des mondes. Donc là l'extraterrestre devient un ennemi, celui dont on a peur, alors qu'à l'époque on est dans quelque chose de merveilleux, on veut aller au contact quoi. Et je trouvais ça fascinant, et puis je trouvais le film fascinant, voir François Truffaut dedans, ça me faisait bizarre. On entendait plein de langues, on allait dans plein de pays. Il y avait des scènes incroyables avec des travelling latéraux dans tous les sens. Et voilà, et c'est peut-être le film le plus merveilleux du monde. C'est intéressant finalement parce que c'est 2 films de SF.
de films fantastiques en fait que vous avez choisi, Rencontre et Blade Runner? Ouais, alors pas avec la même, évidemment. Non, mais et puis pas avec, et puis pas évidemment avec la même atmosphère, quoi. C'est beaucoup plus dark dans le Blade Runner de Ridley Scott, quoi. C'est l'humanité. Mais il y a un côté anticipation qui me plaît bien. Faut que je te coupe, Francis, évidemment. Tu le sais, à moins que tu voulais. Non, moi j'ai rien à dire. Finir. Juste, Nicolas, on va écouter le morceau. Je fais faire le morceau numéro 9. On va juste écouter le début du morceau numéro 9. Voilà, alors allons-y, je savais pas qu'on disait ça, merci. Le court-métrage, j'ai demandé un court-métrage, tu vas me dire, et là, quelle ne fut pas ma surprise, parce que je ne connaissais pas, et après en voyant sur internet, je me suis rendu compte que je connaissais, c'est les Coco Shakers, qui est pas vraiment un court-métrage, qui est une série. Oui, je sais que les séries sont importantes pour toi, tu dis souvent. Oui, mais disons Coco Shaker. Ouais, en fait, disons que tu nous t'avais dit dans ta liste déjà qu'il fallait pas qu'on mette forcément nos préférés, mais plutôt ceux qui nous ont le plus marqué ou autres. Et donc j'ai hésité parce que surtout pour les courts-métrages, c'est vrai que c'est compliqué. Au début, j'ai même failli mettre aussi Father and Daughter, comme Jean-Charles tout à l'heure. Enfin, il y avait des choses où la jeter tout bêtement qui étaient quand même aussi. Et puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui a pu me marquer, etc. Et par là où je suis un peu rentré dans l'animation, il y en avait deux auxquels j'hésitais, qui sont plus des séries, mais des séries très courtes aussi. Et donc voilà, il y avait Téléchat, mais j'ai cité Roland Toporailleur. Ouais. Et par contre, je me suis dit, finalement, il reste les Coco Shaker qui je regardais quand j'étais tout petit, et qui m'a beaucoup marqué, que j'adorais. Et je me rappelle vraiment que tous les soirs, je regardais donc ces deux personnages qui répétaient inlassablement la même chose, c'est-à-dire qu'ils doivent monter dans un palmier et ils n'y arrivent pas. C'est tout bête, c'est tout simple, c'est vraiment ultra minimaliste et c'est extrêmement drôle. Et ça marche toujours bien avec ce générique très reconnaissable. On comprend d'où vient le fascination de Nicolas aussi pour complètement absurde. L'expérimental, parce qu'il y a un côté, on regarde et c'est la même chose qui se passe. C'est arrivé quand c'était petit. C'est absurde et minimaliste. Oui, complètement. Aussi, c'est pour ça. Oui. Francis, le court-métrage. Le court-métrage, alors je me suis dit, c'est un peu comme le long, mais je me suis dit, on va prendre des choses emblématiques aussi. Alors, puisqu'on est dans une émission d'animation, je me suis dit, je vais faire la partie animation. Alors, qu'est-ce qui m'a fait arriver dans l'animation finalement? C'est la sélection à la semaine de la critique. Sans ça, je pense que j'y serais pas arrivé. Donc, évidemment, je reviens toujours sur la même chose. Donc, désolé pour ceux qui ont déjà entendu ça 200 fois. C'est la sélection faite en 2004 avec 3 films: Ryan de Chris Landgraf, L'Homme sans ombre de George Fitzgerald et puis Signe de vie d'Arnaud de Meunck. Et puis, si je vais pas à l'opposé, mais dans une autre sphère du cinéma, évidemment, et c'est pas uniquement parce que je suis en train de lire son bouquin d'entretien en ce moment, ce que peut le cinéma. Donc, c'est le cinéma de Jean-Gabriel Perriot, sur un cinéma plus expérimental, plus politique, à base de films et d'images d'archives. Et un des films peut-être qui a été choc, c'est Eut-elle été criminel, sur les femmes tondues à la Libération. Et puis voilà, si je finis, après peut-être le cinéaste pour moi le plus sensible dans les cinéastes contemporains, et parce que j'ai accompagné ses premiers moyens-métrages à Cannes, c'est Michael Hertz, le réalisateur de Primrose Hill et de Montparnasse, et qui sera bientôt, après ce magnifique Sentiment de l'été, qui sera de nouveau sur les écrans avec Amanda à partir du 21 novembre. Évidemment, vous inquiétez pas, je mettrai leur liste, je demanderai je l'ai, celle de Nicolas, je demanderai à Francis qui me l'envoie et je vous mettrai de manière, encore une fois, ces listes, c'est évidemment vous découvrir, mais c'est aussi un peu revoir les choses. J'avoue que les Coco Shakers, c'était surprenant, évidemment, là, de voir, je sais, des gens comme Michael Hart, je sais qui sont des cinéastes, évidemment, que tu aimes beaucoup et que tu suis énormément. Je vais faire un peu dans le désordre. Une chorégraphe ou un chorégraphe et une danse, je voulais demander, c'est qu'une raison qu'on demande qu'aux danseurs, donc Philippe Découfflé pour Nicolas, et la danse, la D.O. danse, vous savez, dans Beetlejuice, quand ils se mettent à chanter sur un D.O. d'Harry Belafonte, et cette espèce de délire total avec voilà. C'est un petit commentaire. Alors, on peut ne pas faire de commentaire. On n'aura pas forcément le temps de faire un commentaire sur tout, donc. Ouais, pas énormément. C'est juste que je trouve que Philippe Découfflé, c'est pas très original, mais ça reste un chorégraphe absolument immense, et j'aime beaucoup tous ces jeux de couleurs, de lumière, etc., qui sont vraiment qui font même au-delà de la simple danse, qui retravaillent, qui remodèlent les corps par rapport à ça. Et par rapport à la déo-danse, c'est juste probablement l'un des morceaux qui m'a le plus marqué de danse au cinéma. C'est délirant. Avec peut-être La Cité de la Peur et Alain Chabat et Gérard Darmon, mais bon. On a oublié de parler de La Cité de la Peur avec Jean-Charles Mbotiamolo, qui adore le film, en tout cas qui a été, c'est très drôle ce qu'il raconte aussi sur le film.
Francis. Oui, alors c'est drôle que tu parles de Philippe Découfflé parce qu'il m'est pas venu, mais il m'est venu à travers quelque chose que j'ai mentionné et je me suis dit c'est quand même bizarre parce que quand on veut avoir un projet de film d'animation qui s'appelle Vive comme on danse, j'étais devant une feuille blanche quoi. J'avais pas de nom de chorégraphe, j'avais pas de danse. Alors j'avais des images effectivement dans des films d'animation ou live, des clips, des bandes dessinées et puis finalement en réfléchissant d'un seul coup, ce qui m'est venu en fait c'est le travail de la danse classique. Représenter au cinéma à la fois l'exigence, la souffrance, cette force de travail et je me suis dit mais c'est dans 2 films, 2 documentaires que j'ai ça et de manière très différente parce que un n'est que sur ça et l'autre est entre autres sur ça. C'est évidemment la danse de Frédéric Wiseman sur l'Opéra de Paris et puis c'est le film de Jean-Stéphane Bron, l'Opéra, où Jean-Stéphane lui s'intéresse aussi à la partie musicale, les chanteurs, mais il y a aussi notamment une scène qui filme depuis les coulisses d'une danseuse sur la scène et on voit sur scène et en coulisses les allers-retours et c'est absolument saisissant en termes de souffrance. Et c'est pour ça que je me dis Découfflé, c'est drôle parce qu'évidemment après pensant à Frédéric Wiseman, je pense à un autre endroit d'exigence, de danse où pourtant on est lascif mais on va chorégraphier à l'extrême et on va redécouper les corps bien évidemment. Donc c'est le Crazy Horse évidemment de Wiseman. Et à cette époque-là où il a tourné au Crazy Horse, c'était une chorégraphie de Philippe Découfflé. Voilà. Et puis, parce que ça, je savais je ne pouvais pas en faire l'économie venant dans l'émission d'Alexis Huneau. C'est donc forcément cette scène incroyable dans le Ex Machina d'Alex Garland, qui rend jaloux un homme quand il voit un autre homme danser, quand on voit Jean-Charles bien sûr, mais quand on voit Oscar Isaac, alors que nos yeux devraient être rivés sur la splendide Sonaya Mizuno, danser avec une énergie, un sens de la figure, une élégance sur le Get Down Saturday Night, d'Olivier Chatham, c'est quand même un grand moment de bonheur. Et donc cette scène existe en boucle parce que le morceau d'Olivier Chatham fait 8 minutes. Vous pouvez la trouver en boucle sur YouTube et c'est quand même le plus grand moment du monde. Un objet, Francis? Ah ça va te faire plaisir parce qu'en même temps ça répond à une autre question parce qu'un objet finalement je me suis dit bon je viens dans l'émission d'Alexis Huneau, j'ai aucune idée mais finalement qu'est-ce qui pourrait me caractériser auprès d'Alexis Huneau? Évidemment c'est un shaker qui est indispensable pour faire un jean frappé. Il m'en arrive même d'en offrir à ceux qui n'en ont pas quand je dois officier l'élaboration du jean. Invitez-le, il fait des jeans absolument incroyables. Un objet, Nicolas, je te laisse le dire. J'ai dit un flacon pour faire des bulles de savon parce que je trouve ça sympathique et mignon et puis les bulles c'est joli et poétique. Un image et une photo à Francis parce que il a dit Francis toi une image une photo. Au début c'était un peu j'avais pas quand Jean-Charles en parlait tout à l'heure évidemment ces images reviennent tout de suite parce qu'elles sont tellement bonnes mais j'avais pas d'image autant sur la peinture ça avait été une image beaux-arts entre guillemets ça avait été rapide et en fait j'ai fini par me dire que peut-être que c'est en lisant les entretiens avec Jean-Gabriel Perriot aussi ça m'a pas influencé mais ça m'a fait penser c'est toutes ces images mais alors là pris comme un corpus global de la violence policière durant les manifestations contre la loi travail, les foules nassées, les visages ensanglantés, les gaz lacrymaux et finalement tout ce que j'appellerais ce reflet d'une violence d'État qui vient criminaliser celles et ceux qui se battent pour des droits rudement acquis parce qu'on sait très bien que ces droits sociaux n'ont pas été donnés mais acquis. Nicolas, toi, alors t'as pris Ouais, t'as fait 2 choses, t'as pris une peinture quand même. Oui, c'est ça, et une image. On va dire l'image, c'était les puits de pétrole enflammés au Koweït par Sebastião Salgado, qui est l'une de ses images les plus célèbres, mais qui est toujours extrêmement impressionnante et imposante, très esthétisante aussi, mais vraiment, en fait, ça nous ramène encore plus et ça frappe encore plus. Je pense que c'est une vraie claque de voir en exposition aussi, plutôt que sur Internet. Je trouve que la force de les deux, même déjà sur Internet, ça joue, surtout quand l'image est de très bonne qualité, évidemment aussi. Mais en exposition, c'est vrai que ça frappe et ça reste en fait. C'est vraiment, c'est quelque chose qui reste. Donc ça, c'est le côté, et puis il y a le côté toujours surréaliste et un peu délirant de et aussi assez effrayant, je trouve. C'est-à-dire que pour moi, ça c'est plutôt une image. C'était les éléphants de Salvador Dali, qui est une peinture que j'avais vue quand j'étais petit et qui m'a un peu scotché, effrayé, terrorisé, avec ces 2 éléphants avec des pattes très fines qui sont d'un côté et d'autre, et l'image qui est comme très minimaliste de ces 2 les éléphants qui sont à droite et à gauche. Voilà. On continue dans le délire, enfin en tout cas dans l'absurde qu'on peut avoir. Un jour, moment de l'année, Nicolas? Je ne sais pas quoi dire du tout, donc je choisis le 30 février.
Pas mal. Pas mal, hein. Ouais, pas mal. Ouais, non, c'est bien. C'était plutôt, voilà. Francis. Bah, en fait, je savais pas quoi dire non plus. J'avais beau réfléchir, des moments importants, est-ce que c'est Noël, tout ça, ou en tout cas, la préparation des cadeaux. Puis après, je me suis dit, bah, non, mais alors, je sais pas, ça doit être l'influence bulle de rêve, quoi. En fait, je me suis dit que c'est le week-end avant d'arriver à Annecy. Avant que le festival pour débute. Toi, hein, qui est vraiment à un moment donné. Oui, parce qu'en fait, j'arrive généralement le vendredi. Quand je peux, et donc le festival commence le lundi, même si le dimanche on va chercher son accréditation et tout le monde est là. Mais voilà, c'est ce moment-là parce que j'ai envie de dire que c'est un vrai moment de vacances quoi d'un seul coup. Et puis voilà, et puis après Annecy, je l'ai mis dans la ville parce que de toute façon ça a été un moment fort de découvrir cette ville, de s'asseoir face au lac, à la montagne, en ouvrant son catalogue alors qu'on espérait y venir depuis des années. Donc voilà quoi. Donc une ville, Annecy. Et après j'ai pris, comme il y avait aussi un village, j'ai pensé à quelque chose qui avait encore plus personnel, plus loin dans le temps quand j'étais enfant. C'est un petit village dans le Vercors qui s'appelle la Balme de Rancurel. Et c'est là où ça a été mes premières vacances à la montagne avec mes parents, dans une petite auberge, c'est un village où il y avait peut-être une quinzaine de maisons, quoi. Et puis voilà, c'est la découverte du ski de fond, c'est la découverte de la montagne, c'est la découverte de comprendre que quand on repart et qu'on est triste dans la voiture, en fait, c'est parce que la petite fille de l'hôtelière nous manque et qu'on l'avait pas compris. Donc, bah voilà, la Balme de Rancurel. Une ville, évidemment, on continue à toujours. C'est ça qui est intéressant, Nicolas. Je savais pas du tout quoi mettre aussi encore. J'avais beaucoup d'hésitation, etc. Donc finalement, je me suis tourné vers la littérature et j'ai choisi Foedora, qui est l'une des villes invisibles d'Italo Calvino. Donc, en plus, elle est réelle, puisque même si elle est invisible, c'est ce que elle peut toujours exister quand même. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont invisibles qu'elles n'existent pas. C'est ça, voilà. Et donc, c'est dans toutes ces parties sur les villes et le désir, notamment. Et Foedora, c'est, comme il le dit, donc j'ai un peu la citation au pire. Au centre de Foedora, métropole de pierre grise, il y a un palais de métal avec une boule de verre dans chaque salle. Si l'on regarde dans ces boules, on y voit chaque fois une ville bleue qui est la maquette d'une autre Foedora. Ce sont les formes que la ville aurait pu prendre si, pour une raison ou une autre, elle n'était devenue telle qu'aujourd'hui nous la voyons. À chaque époque, il y eut quelqu'un pour, regardant Foedora comme elle était alors, imaginer comment en faire la ville idéale, mais alors même qu'il en construisait en miniature la maquette, déjà Foedora n'était plus ce qu'elle était au début, et ce qui avait été, jusqu'à la veille, l'un de ses avenirs possibles, n'était plus désormais qu'un jouet dans une boule de verre. Waouh. Voilà. Donc Italo Calvino, je vais tricher puisque là je vais demander à Nicolas, je le sais, parce que aux deux Nicolas, parce qu'on va faire une petite pause musicale et on va prendre le morceau de musique. Alors Nicolas m'a donné deux propositions, m'a dit si tu veux de la musique seule, et je me suis dit, c'était trop évident, ça ressemblait trop, en tout cas moi dans ce que je connais un peu Nicolas, je me disais voilà, il avait choisi René Aubry après la pluie, et je me suis dit que non. Si vous voulez du chant, et en fait, l'autre m'a plus surprise, René Aubry, Nicolatis, ça paraissait presque une évidence, entre guillemets, je veux dire toujours la même chose. Le côté minimaliste. Le côté, voilà, un petit peu. Ouais, mais en fait, en même temps, j'ai beaucoup écouté René Aubry avant. J'aime beaucoup, notamment ses musiques de films, bien plus que les films qu'il met en musique. Et en fait, je me suis aperçu il y a 2 jours, et c'est pour ça que j'ai pensé à ça aussi, à René Aubry, que c'est lui qui faisait la musique du film d'animation de Lorenzo Mattotti, Les ours en Sicile. D'accord. L'invasion des ours en Sicile. Parce qu'il a déjà effectivement bossé avec Mattotti qui faisait ses pochettes d'albums. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais j'étais beaucoup plus surpris, enfin en tout cas surpris, c'est toujours ça, gars, par donc le choix qu'on va écouter. Je te demande vite un petit mot sur ce choix-là, ou tu veux qu'on l'écoute d'abord? On peut l'écouter d'abord. Alors Nicolas, donc on va écouter le morceau 8. Ce sera la surprise pour Springsteen, donc Bulle de rêve, toujours l'émission 100% animation, au cas où voilà, on est en train de faire un questionnaire pour mieux connaître, en tout cas connaître de manière un peu différente des chroniqueurs qui sont assez régulièrement à Bulle de rêve, Francis Gavel et Nicolatis. Et Bruce Springsteen, Sad Eye, c'était un choix de Nicolas. Oui, en même temps, comme je disais un peu hors antenne, je ne suis pourtant pas un énorme fan de Bruce Springsteen, même si j'aime bien, mais cette chanson-là, je l'ai toujours trouvée absolument magnifique. Et donc voilà, je crois que j'avais dû l'entendre un jour en passant par hasard devant une série ou un film que j'avais complètement oublié, mais la chanson est restée par contre. Et non, c'est quelque chose que j'aime énormément, et c'est vrai que sa voix, tout ce qui est musical derrière aussi, vraiment, vraiment très très beau. Donc, c'est tout. Un album? Et Francis, je te demanderai l'album, pas la chanson. La chanson, je te la demanderai à la fin qu'on écoutera. Donc un album. J'en ai choisi 12 des chansons. Alors en fait, l'album c'est pas vraiment un album. J'avais choisi, alors déjà au niveau du nom, c'était Push Barman to Open Old Wounds. Voilà, de Belle and Sebastian. En fait, c'est un
un triple album, si on veut, c'est qui regroupe leurs EP. Et comme j'aime beaucoup tout ce qu'ils ont fait dans leurs EP, notamment This Is Just a Modern Rock Song et quelques autres titres comme ça, c'est pour ça que j'ai aussi choisi cela que j'aime énormément. Et donc là, comme tu disais, c'est vrai qu'il y a peut-être un côté un peu minimaliste, un peu lent, très calme, mais j'aime bien tout ce qui est folk aussi, et donc un petit peu ce côté-là. Voilà. Francis, ça a dû être dur un album. Ça a été dur. Alors je vais citer tous ceux sur lesquels je me suis dit, ou encore ça pourrait être ça. Donc évidemment il y a le Pays sauvage d'Émile et l'Oiseau, que des albums qu'on comptait quoi. Il y avait le Tristesse de Michel Jonas. Après je me suis dit, mais il y a Peter Gabriel à un moment, donc il y a aussi bien So que Passion, la BO pour la dernière tentation du Christ, parce que c'est ce qui m'a ouvert peut-être très bêtement à la world music quoi. Et puis un truc récent, évidemment il y a un album absolument incontournable, magnifique, c'est le film de Philippe Catherine. Et puis je me suis dit, si je dois comme ça un truc qui symbolise quelque chose, finalement c'est ce que j'ai découvert, la première chose que j'ai découvert, parce que j'ai eu la chance pendant 4 ans d'avoir au collège un super prof de musique que je retrouvais 1 heure par semaine, et les 4 ans j'ai eu le même. Donc on découvrait la musique classique surtout, principalement, et puis on apprenait des chansons, tout ça. Mais voilà, c'est un homme qui m'a ouvert à la musique, et finalement la première chose qui m'a fait découvrir, c'est le triple concerto de Beethoven, qui était une œuvre que je connaissais pas. À la maison, il y avait les symphonies, il y avait les concertos, mais pas le triple concerto. Et dans la version avec Geza Honda au piano, Wolfgang Schneiderhan au violon et Pierre Fournier au violoncelle. Et c'est absolument... ça n'a pas pris une ride, alors que ça date l'enregistrement de 1960. C'est bien de découvrir ce côté un peu plus... musique classique, on te connaît évidemment dans mais tout à fait. L'émission. Mais je l'ai pas dit, c'était pas du tout une critique, bien évidemment. Puisque t'as la parole, partons sur quelque chose qui n'a rien à voir. Allez, un fait historique politique. Un fait historique politique, ça revient. Sur le coup, je l'avais mis en un personnage qui te fascine. Et puis en fait, j'ai changé, je l'ai décalé. Et ça va finalement avec une image, et j'ai envie de dire qu'en ces temps de démantèlement du droit du travail, de la sécurité sociale et des retraites, le nom qui me vient, c'est Ambroise Croizat. Le ministre communiste donc du travail, qui a instauré la sécurité sociale, le système des retraites, ou encore la réglementation, la fameuse réglementation qu'on remet en cause des heures supplémentaires dans la France exsangue de l'après Deuxième Guerre mondiale, où la crise n'était pas une construction économique dogmatique pour maintenir les politiques néolibérales de récession. Ça, je l'ai écrit noir sur blanc. J'imagine bien. Alors l'optimisme évidemment de Nicolas Thys, un fait historique politique, c'est la fin du monde. Mais t'as raison. Je savais pas du tout quoi mettre non plus, évidemment, comme on dit toujours que l'histoire est en perpétuel recommencement, etc., etc. Je me suis dit, au moins celui-là sera important puisqu'il ne se répétera jamais. Voilà. Allez, t'as la parole, puisqu'on parle d'optimisme ou de pessimisme, je sais pas, un peintre, une peintre, quelqu'un des Beaux-Arts. Ça c'est très optimiste, c'est Roland Topor justement. La fin est moins optimiste de Topor, c'est pour ça que... Oui, mais bon, même son travail d'ailleurs n'est pas forcément le plus optimiste, mais bon, il y a quand même qu'un côté un peu sarcastique et très amusant, et toujours dans un humour extrêmement noir. Topor, tu nous l'as dit, c'est tout, c'est à la fois Téléchat, c'est à la fois, enfin, c'est vraiment mais là Téléchat, mais Topor, c'est même tout de manière générale, c'est-à-dire qu'il a fait de la peinture, il a fait de la caricature, il a fait donc du dessin de presse, mais il a fait aussi des romans, des nouvelles, des choses comme ça. Donc en fait, il a vraiment tout fait, et c'est vrai que pour moi, c'est l'artiste complet, parfait par excellence à placer. Voilà, donc et c'est Téléchat. Et c'est il y a tout, c'est à la fois en effet cette espèce d'absurde, et il y a de l'animation force, évidemment. Oui. Allez, la planète sauvage, on le dit rapidement. En passant. Les escargots et les escargots, aussi, c'est vrai, tout son travail avec la Lalou. Francis. Alors moi, c'est une gravure sur bois, en noir et blanc, qui représente une femme allongée, nue sur un sofa, regard et bras tendus vers un chat avec lequel elle joue négligemment pour tromper l'ennui. Il y a peut-être en sous-texte un dessin aux lignes simples et puis au tissu nourri de motifs orientaux, d'une passion peut-être qui se délite, au contraire d'une ode à la paresse dans l'attente de l'amant. Donc c'est c'est la paresse de Félix Vallothe. Quelque chose qu'on a en commun, c'est pas la seule, mais en effet superbe. Qu'est-ce que je pourrais vous demander après? Bien sûr, le tatouage que tu aimerais avoir, Nicolas. Non. Francis. Excusez-moi. En fait, là, c'est une question à laquelle, pour l'instant, j'ai répondu a priori non, pas de tatouage. Même dans un délire, même dans un non. Non, pour l'instant, c'est pas un délire qui me vient. C'est pas. J'en ai vu de très beaux et pas uniquement ceux d'Alexis Huneau. Mais non, pour l'instant, c'est vrai. Voilà, ça a été ma réponse. Ça, c'était assez spontané.
Et Nicolas? Alors moi j'ai mis Le Petit Prince sur son astéroïde. En même temps, Le Petit Prince sur son astéroïde, voilà. je répète. Qui est pas évidemment celui du film. C'est dommage. Je trouve que tu exagères. Non. Mais non, c'est juste aussi un hommage par rapport juste au livre et au dessin que je trouve absolument parfait. Mais comme j'ai choisi un autre livre, donc je me suis dit que j'allais le mettre dans les tatouages. T'as choisi Le Petit Prince en fait. Non. Alors justement, vas-y, continue. Un livre de fiction. Tu as dit non, vas-y Nicolas. Moi Alors moi j'ai choisi pour moi un des livres qui est peut-être l'un des plus beaux livres du XXe siècle, mais qui est pas très connu, qui est Lumière du monde d'Aldor Laxness. Alors déjà, Aldor Laxness, il y a peu de gens qui le connaissent encore aujourd'hui, malheureusement, alors que c'est probablement l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. C'est un écrivain islandais qui a eu le seul à avoir obtenu d'ailleurs le prix Nobel de littérature en 55, qui a un parcours assez particulier puisqu'il se convertit quand assez jeune au catholicisme par rejet envers le protestantisme ambiant, qui ensuite découvre le surréalisme en France et qui part aux États-Unis et qui connaît un peu Upton Sinclair, que vous connaissez probablement ici aussi. C'est un écrivain qui est plus connu pour son roman Oil, qui a été adapté pour donner There Will Be Blood au cinéma, et pour un livre qui s'appelle La Jungle, qui est un énorme ouvrage sur les conditions de vie absolument exécrables des ouvriers migrants aux États-Unis au début du XXe siècle. Et donc, il se convertit au communisme avant de rentrer en Islande et d'écrire des romans qui sont beaucoup plus traditionnalistes. Et donc, finalement, qui a une vie assez mouvementée et qui a beaucoup voyagé et qui a écrit des ouvrages assez fabuleux et toujours avec un ton un peu picaresque. Et Lumière du monde, je pense que c'est peut-être un livre qui est son chef-d'œuvre entre tous, qui est vraiment très dense, très lourd, très dur. C'est un livre qui se mérite aussi, qu'on a sûrement envie d'abandonner plusieurs fois en le lisant, et qui est assez étrange justement parce que ça parle vraiment d'un petit garçon qui naît dans un petit village complètement perdu au milieu de l'Islande et qui n'a rien, qui est battu par ses parents, qui est envoyé dans une espèce d'orphelinat, dans une église, qui découvre un livre, qui se prend de passion pour ce livre, qu'il n'arrive même pas à lire, qui est écrit dans des caractères gothiques, mais voilà, et qui veut écrire lui-même, mais à qui on interdit d'écrire en plus, qui doit revenir dans sa famille, mais qui on veut libérer sa chambre, et donc on le jette un petit peu à l'extérieur, qui va découvrir le monde, et qui veut devenir poète, et qui a toute cette poésie qui brûle en lui, et qui n'a d'ambition que de devenir justement poète, qui va rencontrer des gens, qui va devenir instituteur, qui va être remis comme un rebut, remis sur les roues du monde, et qui va écrire des choses justement absolument fabuleuses. Et c'est un roman qui a un humour encore un petit peu noir par moments, mais qui est extrêmement difficile, extrêmement dur, pas difficile à lire, mais extrêmement dur, extrêmement violent en même temps, qui est très sombre, mais qui en même temps a un côté un peu justement, un certain type d'humour, mais qui est vraiment absolument magnifique. Donc voilà. La Lumière du monde d'Aldor Laxness. Francis, un livre de fiction? Je peux répondre aux deux, la fiction, non-fiction. Non-fiction, je réponds à tout vas-y. parce qu'en fait, je me suis dit que j'avais pas de livre en particulier. Donc, par exemple, un livre dans lequel je reviendrai régulièrement. Juste pour vous dire, il nous reste 5 minutes pour pouvoir passer ton morceau. Donc, en fait, il y a des auteurs, Tchekhov, Mélisse de Carancal, Dorothy Parker, Marie Desplechin. Donc voilà, ou après il y a surtout des choses dont j'aime me rappeler, des citations en les notant soit sur des bouts de papier, soit en gardant le repère dans le livre. Alors comme ça je vais aller vite, je donnerai donc juste cette citation de Charles Bukowski dans Hollywood, parce que de toute façon je m'en suis déjà servi pour un compte rendu d'Annecy. Les gens qui vont voir un film se sentent agressés ou insultés par pratiquement tout, alors que les gens qui lisent des romans ou des nouvelles aiment être agressés ou insultés. Le non-fiction, qui a l'air d'être un livre absolument étonnant. Gödel, Escher et Bach, les brins d'une guirlande éternelle. Et donc, il y a un livre qui tisse les liens. Oui, justement, il les tisse. Oui, non, mais disons que c'est pareil, c'est un peu comme pour tout le reste. J'avoue que je savais pas exactement quoi mettre parce que j'aurais eu des dizaines de choses à mettre, mais j'ai choisi celui-là parce que c'est un ouvrage là aussi très imposant qui doit faire 800 pages, qui est pas évident à lire, mais qui est vraiment magnifique, qui a gagné un prix Pulitzer de l'essai en 80 et qui a un livre de vulgarisation scientifique notamment, mais qui s'amuse à tresser des liens justement, comme tu disais, entre Gödel, qui est un logicien
bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais surtout qu'il en parle très bien dans le livre, à la limite, il faut le lire. Escher, qui est donc l'artiste que tout le monde connaît un petit peu, mais qui est justement très lié aux mathématiques encore, qui a une conception du monde qui est assez mathématique et autour des aberrations notamment. Et Bach. Et en fait, donc, c'est vraiment, et l'auteur, donc Richard Hofstadter, c'est quelqu'un qui est aussi assez particulier, qui a écrit pas mal d'ouvrages dont il y en a pas beaucoup qui ont été traduits en français, à part celui-là, justement, qui est quand même extrêmement important. Et en fait, il a aussi écrit un autre ouvrage qui est très très bien, qui est sorti qui a été traduit il y a pas très longtemps en français, qui s'appelle Je suis une boucle étrange, et qui parle des neurosciences et autour du thème de la boucle. Mais voilà, bon, j'ai pas le temps d'en parler de toute façon. Non, en tout cas, on noterait, donc c'est intéressant. Voilà. Alors, on va aller un peu vite sur les derniers, comme ça on va prendre un peu plus de temps, juste rapidement sur le personnage. Nourriture boisson pour Nicolas, un plat de pâtes d'Etcheko. Je suis un peu snob à ce niveau-là, c'est-à-dire que pas pour grand-chose, mais pour les pâtes, j'adore les Etcheko. Et c'est très important. En fait, moi, j'avais une série d'aliments fétiches comme ça, des parfums, donc la mangue, la menthe, le coriandre, le safran, la truffe, le yuzu et le kumquat. Et puis, comme je venais qu'il fallait absolument que je mette une boisson, parce que sinon je me serais fait engueuler. Donc, évidemment, j'ai mis le gin. Alors, donc, je vous conseille donc soit le sort gin qui, outre des baies de genièvre, est à base de mou de raisin, qui est à boire juste frappé, et sinon donc le gin tonic, une dose de Fever Tree, un gin un peu basique mais de qualité, type Green Hall, et ça ira très bien dans le shaker. Un vêtement pour Nicolas, je le dis, c'est une paire de Doc Martens, ça compte évidemment, bien évidemment. Donc sinon il y avait la robe ballon de Victoria Abril, mais non, elle est merveilleuse. Mais on garde quand même la paire de Doc Martens rapidement. Tu mettras moins souvent la robe peut-être. Francis, le vêtement. Eh ben en fait, comme on est dans une émission de cinéma, j'ai pensé à des vêtements qui symbolisent un peu une appartenance à une classe sociale, donc un sweat capuche et un smoking. Et j'aurais presque envie de dire justement que c'est un peu une métaphore du monde de cinéma qui oscille magnifiquement de l'un à l'autre dans son intenable grand écart à la fois entre humanisme et élitiste dans ses inspirations de comportement. Une partie de ton corps. J'ai mis les yeux. Parce que ça permet de voir, et que à une époque j'ai fait une occlusion veineuse à l'œil droit et je me suis dit je vais être aveugle. Excellent, c'est quelque chose qui est une angoisse. En tout cas c'est quelque chose. Et puis quand on s'intéresse au cinéma, d'un seul coup effectivement, je me dis que c'est compliqué après de voir des films, même s'il existe des versions effectivement pour les aveugles. Et attention, le mot que je ne connaissais pas, une partie de ton corps. Alors, je ne savais pas du tout quoi dire, j'ai hésité beaucoup, et en fait, il y a un mot dont j'aime beaucoup la sonorité, donc j'ai mis celui-là simplement. Ce sont les fausses poplitées. Qui sont en fait communément appelés, c'est Wikipédia, mais le jarret. Donc voilà, c'est derrière le genou. On finit par une évidence. En fait, quand tu l'as mis, moi, un personnage que j'adore, Nicolas, un personnage qui te fascine. Et quand j'ai lu, j'ai dit mais oui, je sais pas pourquoi, ça me paraissait évident que voilà, je te voyais bien dans ce personnage-là. Personnage de mon enfance complètement, c'est Gaston Lagaffe. Et je te voyais bien, Gaston Lagaffe. Ah ouais, moi aussi. Parfait. Francis. Ça va te faire plaisir. En fait, moi, j'ai mis plein d'actrices dans les films. Nicole Kidman, Lola Créton, Jong Soo-yoon ou Kristen Stewart. C'est la dernière. Et Burning. Ouais, c'est dans Burning. Mais sans oublier, et je le dis très très sincèrement, la même fascination pour des actrices, pour une actrice à laquelle on s'attendrait pas, qui est Madame Toutli-Poutli, dans le court-métrage du même nom. Ouais. Donc qui est ce personnage en marionnette, absolument. Et ce qui est troublant, donc, quand on en parle avec ses réalisateurs, c'est qu'en fait, ils ont travaillé avant avec une comédienne pour avoir toutes les expressions des yeux, et ils ont travaillé avec cette comédienne avec un principe de fond vert, et en fait, ensuite, ils ont intégré toutes les expressions des yeux que la comédienne avait données dans la marionnette, quoi. Et tu as 20 secondes et pour lancer 3 minutes 30 à vraiment quel est le morceau donc Desperado. Et voilà, qui fera évidemment le générique de fin. Francis, et je vous remercie déjà tous les deux, Nicolas bien sûr et Jean-Charles, d'être venus. Je te laisse finir l'émission. Et en fait, donc Desperado du groupe The Eagles. Je sais que c'est souvent mal vu d'aimer les Eagles parce que on dit oui, c'est un groupe à succès, machin, Hotel California. Mais avant Hotel California, il y a eu plein de choses, et notamment donc cet album de 1973, ce qui
prolonge effectivement l'histoire du continent américain avec Springsteen. Là, c'est un album concept, c'était considéré comme tel. Donc l'album s'appelle Desperado, sur les hors-la-loi de l'Ouest, et l'affiche de la pochette, en fait, c'est un groupe de chasseurs de têtes, et puis par terre, les membres du groupe, en fait, qui sont enchaînés, ligotés, qui viennent d'être tués, qui sont les hors-la-loi qu'on a récupérés. Et donc il y avait cette chanson Desperado de Eagles, qui est une ballade au piano. Et l'anecdote, c'est qu'en fait un jour j'ai voulu avoir un groupe de rock, et comme on était que deux, le chanteur et le pianiste, on a dit si on commençait par jouer Desperado. Donc on a joué cette très belle ballade, ici bien mieux chantée que moi par Don Henley, le batteur du groupe, et magnifiquement orchestrée par Jim Hedorman pour les cordes. C'était Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4.